Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Eh bien, les vraies voix sont avec vous, que vous soyez au soleil ou sous la pluie, n'est-ce pas Frédéric? Alors nous, c'est sous les spots. Oui, il y a des spots, c'est chouette. Ça fait spectacle. Ils sont beaux les studios. Ils sont beaux les studios de Sud Radio. Bienvenue à tous et à toutes. C'est la dernière des vraies voix de l'été de Sud Radio. Dès lundi, vous pourrez retrouver à la barre Cécile de Ménibus et Philippe David. Excellent. Voilà, d'ailleurs, on les embrasse. Allez, comme chaque soir, on va parler vrai avec vous sur Sud Radio. Vous appelez le standard au 0826 300 300 pour commenter l'actualité, réagir à ce que vous entendez. Évidemment, Sud Radio, c'est votre radio. Et puis nos éditorialistes du jour. Ah oui, l'homme qui fait le poids, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, Lafon Presse. Quel bonheur. J'avais fait celle-là. Non, évidemment. Et alors, non mais je fais la transition avec le retour de Philippe David. Ah oui, je suis obligé. Et j'aurai un petit jeu de mots pour chacun d'entre vous. C'est bien. Voilà. Bravo. Alors, je présente Jean-Marc et je vous laisse votre jeu de mots. Frédéric, réfléchissez bien. Jean-Marc Governatori, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre, Jean-Marc. Merci. Alors, le petit jeu de mots? Governatori ou gouvernatora? On va faire pareil pour Madi. Alors, Madi Seidi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Genre, je n'ai rien à dire, tout est dit avec Madi Seidi. Oui. Voilà. Et en plus, elle ne m'avait pas vu venir. Allez, les vraies voix de l'été, c'est parti. C'est ça, oui. Notre débat de 17h30, chères auditrices, chers auditeurs, les athlètes paralympiques refusent d'être assimilés à des super-héros pour diverses raisons, même si ces comparaisons, telles que faites par celle de Teddy Riner et Marie-Josée Pérec en les associant aux Avengers, se veulent souvent élogieuses et inspirées par l'admiration. Elles peuvent également avoir des conséquences indésirables. En effet, derrière ces métaphores flatteuses se cache une réalité plus nuancée, où ces analogies risquent non seulement de les déshumaniser, mais aussi de réduire l'ampleur de leurs efforts et de perpétuer des stéréotypes préjudiciable. Pour vous, les auditeurs de Sud Radio qui votez sur X, on vous pose la question. Les athlètes paralympiques vous apparaissent-ils comme des 1. super-héros, 2. performeurs, 3. valides ou 4. des victimes? Vous votez, vous réagissez. Emmanuel Macron vend des avions en Serbie. Ces Jeux paralympiques sont une réussite. Il devrait passer le week-end dans sa résidence de la Lanterne. En fait, tout va bien. Jusqu'à ce qu'on parle des choses qui fâchent. Monsieur le Président, pouvez-vous nommer un Premier ministre? Les gens en ont assez, d'où la question de notre coup de projecteur à 18h40. Face au choix du Premier ministre, diriez-vous qu'Emmanuel Macron est 1. puissant, 2. stratège, 3. inconscient, 4. incohérent? Même chose. Vous donnez votre avis sur la question sur le compte X de Sud Radio. Et puis, vous intervenez au 0826 300 300. On a beaucoup travaillé avec Judith sur les 4 possibilités à chaque fois sur nos 2 questions. Trouver les bons mots, quoi. Ouais. On a beaucoup préparé cette dernière émission de l'été pour vous. Parce qu'on est bien content d'être avec vous, effectivement. Et effectivement, le 0826 300 300, il sert aussi à laisser des messages. On file au répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Marie, j'habite Montrouge, je suis retraitée, j'ai été enseignante. Je suis une ancienne de gauche, bien évidemment. Je ne sais plus trop ce qu'est la gauche, je ne me retrouve pas dans cette gauche. Je ne pense pas qu'elle fasse particulièrement du mépris de classe, je pense qu'elle fait plutôt du racolage. Je pense surtout à monsieur à LFI. Je pense que, quelque part, ils n'ont pas bien compris que la population avait énormément changé et que nos valeurs d'antan ne pouvaient plus être appliquées maintenant, au niveau notamment de la sécurité et de bien d'autres choses encore. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas bien qu'on ne peut plus agir comme on agissait dans les années 70. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, bien sûr, ça demanderait développement. C'était Marie de Montrouge. On est là pour ça, pour le développement. Tout à fait. Ouais. Marie de Montrouge, on ne se trompe pas. Marie de Montrouge. Pardon. Oui. René Chiche, on va reprendre son sérieux un petit peu. René Chiche, ces valeurs d'antan dont nous parle Marie de cette gauche d'avant, elles sont donc, selon elle, non adaptées à notre société d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Franchement, non, je suis pas tellement d'accord avec elle. Parce que les notions, les valeurs de la gauche, c'est quand même, ça reste quand même des valeurs de générosité, de solidarité, de plus en plus maintenant d'environnement. Je pense que même au niveau de la sécurité, la gauche, à part effectivement une certaine partie de la gauche, en l'occurrence LFI,
Je pense que la gauche essaye d'avoir une politique, une stratégie en matière de sécurité qui n'est peut-être pas celle éventuellement de la droite, mais qui reste quand même une politique cohérente. D'ailleurs, il y a même des gens, on parle par exemple de Bernard Cazeneuve actuellement, ou même de Manuel Valls, qui ont été quand même des représentants d'une gauche plutôt sécuritaire. Oui, mais même justement, mais justement, ils ne sont pas affiliés au nouveau Front Populaire. Où est la part Madi Saïdi, où est la part de... Vous m'interrompez, je vais finir. Allez-y, c'est pas mon genre. Ouais. Madame ne parlait pas du nouveau Front Populaire pour moi. Elle parlait de la gauche. Ah oui, donc c'est pas la même chose. Bon, après, c'est un peu le nouveau Front Populaire. On peut en discuter après. Madi Saïdi. Moi, j'avais envie de dire, je sais pas quelles sont les valeurs de la gauche, mais tu viens de les dire. Et il se trouve que c'est pas des valeurs de gauche pour moi. C'est des valeurs de... Je pense que c'est des valeurs de bon sens. Moi, je suis de droite. La solidarité, elle a jamais été de gauche chez moi. Ça fait partie de mes valeurs intrinsèques parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est aussi culturel. C'est pas une question de droite ou de gauche. Sur la sécurité, alors on va pas être d'accord parce qu'effectivement, depuis toujours, la gauche s'est jamais vraiment engagée sur la question de sécurité. Et d'ailleurs, on le voit bien, on parlait d'Emmanuel Valls, quand il a commencé à avoir des propos plutôt sécuritaires, tout de suite on lui a dit, dis donc, t'es plus de gauche, t'es plutôt de droite. Donc il y a quand même des sujets... dire de Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Absolument, il y a quand même des sujets qui sont différents entre la droite et la gauche, mais je crois qu'avec un petit peu de volonté, on peut continuer à vivre ensemble. Ça, il faut vraiment une vraie volonté politique. Jean-Marc Governatori, vous êtes écologie au centre, ça veut dire que vous êtes un déçu de la gauche au départ ou pas? Bon, je ne suis pas dans ce schéma. Je pense que la gauche et la droite sont des vieux mots. Ce qui est important, c'est le bien commun. Et donc, ce qui est important, c'est le respect et l'application de valeurs. Mais si vous n'appliquez que la fraternité sans la responsabilité, vous créez une société qui ne fonctionnera pas. Donc, je pense qu'il faut une société qui s'appuie à la fois sur la fraternité et à la fois sur la responsabilité. Voilà, tout est dit, chers amis. C'était très intéressant. Le débat est bien parti, je trouve. Voilà, plein de choses ce soir. Allez, on est toujours au 0826 300 300 et nous sommes avec notre auditrice du jour, Sandrine, qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonsoir Sandrine. Bonsoir les vrais voix, bienvenue. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Quelle ville dans le Tarn-et-Garonne, Sandrine? Alors, Castel-Sarrazin, c'est assez. Castel-Sarrazin. La ville de Pierre Perret. Alors Sandrine, quand même, je précise... C'est la ville de Pierre Perret. C'est vrai? Bien sûr. Oui. Sandrine, je précise pour tout le monde. Vous êtes agricultrice et productrice de lait, donc vous êtes dans la terre, les pieds bien ancrés, quoi. Alors, j'ai bien la terre, j'ai bien les pieds à la terre. Après, bien sûr, j'aime beaucoup l'humour. Oui. Et bien qu'aujourd'hui, alors c'est pour ça, moi j'ai un coup de cœur à faire. Pour une fois que c'est pas un coup de gueule. À Sud Radio, surtout, ou pas Sud Radio, après le reste, on va pas en parler. Sud Radio. Et donc tous les chroniqueurs, c'est vrai que Frédéric Brendel, je l'ai bien dit, je précise. Oui. Je trouve que vous faites un super duo avec Judith. Pour la dernière en plus. Alors là. Merci Sandrine. Alors là, parce que Judith est très sérieuse et Frédéric, il ferait, je veux dire, dans une pièce, j'imagine, il n'y aurait même pas besoin de spot. Il éliminerait toute une pièce. C'est du compliment, ça. Alors là, vous êtes trop mignonne, Sandrine. Voilà, tous les chroniqueurs qu'il y a eu qui étaient invités. Je remercie aussi Christine qui était super. Parce que voilà, après les européennes, puis après les législatives, que ça a été la cacophonie, un président, comme j'expliquais, des présidents démissionnaires, tous qui sont démissionnaires. Mais Sud Radio n'a pas démissionné, au contraire. Donc, on est là. Et puis j'avais un peu le cafard et puis du coup ça m'a fait énormément de bien. Écoutez, c'est très très très. Là on peut pas faire plus sympa comme compliment. Après, mais tous, vous êtes exceptionnels, vraiment, vous êtes tous formidables. Excusez-moi, vous aimez bien René Chiche? Mais justement, j'allais parler justement à Aude, j'embrasse beaucoup. Aude au standard. Gros bisous à Aude. C'est trop facile, c'est l'histoire de René Chiche. Alors je préfère Maddy parce que moi j'aime bien Maddy.
Oh là là, merci, vous êtes gentil. Je suis très bon avec René, il sait tout, il connaît tout. On peut la garder, Il est énervant. Pour ça, René est énervant. Non, mais C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on René, je te l'aime. l'ai déjà dit. C'est pour ça qu'on l'aime. Et après, bon, pour les jaloux, bonne rentrée pour les jaloux, parce que je suis sûre qu'ils doivent écouter, ils doivent être jaloux, ils doivent dire, ben voilà, on nous a oubliés. Non, mais excusez-moi, pour terminer, vous pourriez dire un petit mot pour Jean-Marc. Governatori, qui est avec nous. Je ne le connais pas trop, mais je vais l'apprécier. Vous allez le découvrir. Voilà, je vais le découvrir. Alors bon, voilà, c'est pas plus. Après, c'était simplement pour... on vous garde avec vous déjà pendant toute l'émission, mais si vous voulez venir nous voir directement ou rester avec nous, Ça serait chouette. voilà, on est ravis. Alors, pour le Premier ministre, j'avais pensé à une petite idée. Alors, c'est mon humour, vous savez, j'ai beaucoup d'humour. Ne le prenez, faut pas le prendre pour le premier, comme je sais que vous n'allez pas le prendre au premier degré. Donc j'avais pensé à un drag queen, parce que j'avais pensé que le Premier ministre, un drag queen, parce que j'avais pensé que voilà, je me suis dit Emmanuel, il y a Emmanuel Macron, le Premier président, excusez-moi, et puis après, il peut avoir aussi Emmanuel comme Premier ministre, voilà. Il manque le fauteuil en osier aussi. C'est ça. Bon, merci Sandrine, c'est très très gentil ce que vous avez dit. Vous restez avec nous parce qu'on va vous faire réagir aujourd'hui et puis vous allez jouer aussi avec nous tout à l'heure. Oui, j'ai préparé un quiz. Alors, faudra choisir le bon coéquipier ou coéquipière, Sandrine. Mais bon, je pense que vous les connaissez bien. Je crois que vous allez savoir avec qui il faut aller. Moi, je pense que ça sera Madi, je dis ça comme ça. Peut-être, on va voir. Allez, chers amis, vous restez avec nous dans un instant. C'est les 3 mots de l'actu de Clément Arion, évidemment. Et puis, juste après, ça sera le grand débat. À tout de suite. T'es gentille, Sandrine. Merci beaucoup. Elle est adorable. Gros adorable. bisous, Sandrine. Restez là, surtout. Bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Et c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio. Il est 17h18. On est avec vous jusqu'à 19h. On vous rappelle nos vraies voix du jour. Oui, il y a René Chiche, excellent. Il y a Jean-Marc Governatori, pertinent. Il y a Madi Saïdi, rayonnante. Voilà. Mais sinon, tout va bien. Oui. Allez, les 3 mots de l'actu de Clément Arion. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Clément: moto, hommage et or. On commence avec moto, une fillette de 7 ans entre la vie et la mort après avoir été percutée violemment par un conducteur de 2 roues à Valoris, près de Cannes. Le jeune homme auteur des faits a 19 ans. Il n'était pas connu des services de police, il n'était pas positif ni à l'alcool ni aux stupéfiants. Le maire de la ville a expliqué aujourd'hui que l'individu roulait à vitesse excessive sur la roue arrière. Une famille traverse à ce moment-là sur un passage piéton. La petite fille est percutée, elle souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Elle a été placé dans un coma artificiel. Pour le maire de Valoris, Kevin Luciano, on ne peut pas parler de rodéo urbain dans cette affaire. Voilà ce qu'il a déclaré chez nos confrères de BFM TV. Alors il ne faut pas parler de rodéo urbain, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Vous avez un individu qui a un comportement criminel, qui roule beaucoup trop vite, qui fait une roue arrière sur une route très fréquentée. Maintenant, pour autant, ça n'est pas un rodéo urbain. Il ne faut pas amalgamer et voir des choses qui ne sont pas la réalité. Voilà, c'est pas un rodéo, c'est un individu qui se comporte de façon outrancière, qui ne respecte pas les règles et qui malheureusement a produit le drame que l'on sait. Le conducteur âgé de 19 ans, je le rappelle, a été interpellé et placé en garde à vue pour blessures involontaires. Bon, il y a un point commun avec ceux qui font des rodéos, c'est qu'eux non plus respectent pas. Voilà. Clairement, oui. Voilà. René Chiche, quand on voit que en fait c'est juste une histoire de folie presque, de faire déjà ne serait-ce que faire ces rodéos là, c'est dangereux pour la personne qui les fait, mais en plus en arriver à toucher la vie d'une petite fille ou de qui que ce soit d'ailleurs, ça devient quand même catastrophique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter ces... moi je crois qu'il faut être intransigeant avec ce genre de comportement, même si c'est entre guillemets un accident, ce qu'on dit qu'a dit le maire et les enquêteurs, etc. Mais cette personne qui se met à faire une sorte de rodéo quand même en levant sa roue avec son bolide, moi je trouve que quelqu'un comme ça, non seulement, moi je trouve devrait aller en prison, quel que soit son âge, même s'il n'a pas d'antécédents. Pourtant, je suis pas le monsieur sécurité à 100%, mais là oui. Commence. Non, mais quand même, justement, comme qu'on peut être. Mais surtout, c'est que moi, je lui retirerais son permis à vie, tout simplement. Une telle erreur
face à une fillette de 7 ans. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu redondant tout ça, quoi. On en entend beaucoup parler en ce moment. Hein. Oui, parce qu'en plus, même s'il y a une législation là-dessus, je crois que la législation n'est pas vraiment tellement bien appliquée. Je sais que quelqu'un comme ça est passible d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende ou quelque chose comme ça, il me semble. Le problème, c'est ce qu'on disait hier, c'est que la sévérité de la justice n'est pas c'est à remettre en cause. C'est-à-dire que les magistrats ne donnent pas forcément les bonnes peines ou les font pas forcément appliquer, quoi. Ah bah oui, je sais pas ce qu'en pensent mes confrères. Il y a une vraie problématique en France avec les passages piétons. Moi, ma belle famille est serbe. On a reçu aujourd'hui Emmanuel Macron, d'ailleurs. Il était dans notre ville en plus. Non, mais c'est impressionnant. En Serbie, par exemple, personne ne traverse quand c'est rouge pour le piéton, évidemment. Et puis vice versa. On a un problème avec ces passages piétons, Madi Saïdi. Aussi, je crois que c'est culturel, c'est un petit peu l'indiscipline française. Moi, je suis allée en Pologne, personne ne traverse. Moi, j'avais envie de traverser. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on va pas attendre que le feu change de couleur. Personne ne bouge. Ils sont hyper disciplinés. Maintenant, sur la question des rodéos ou pas, en tout cas, qu'est-ce qu'est un rodéo? Et le fait de faire une roue, pour moi, ça fait partie d'un acte qui participe, en tout cas, à ces questions de rodéo. C'est l'esprit rodéo, ouais. Après, je trouve qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il existe un corpus légal, ça c'est sûr, c'est comme tu le disais justement. Ils encourent, je crois, 1 an de prison, 15 000 euros d'amende, sauf que dans les faits, personne ne fait 1 an de prison, il y a un aménagement des peines. Il y a toujours ça, donc... ils ont essayé de légiférer là dernièrement, mais moi je suis d'accord avec toi, et moi je suis presque militaire sur ces sujets-là. Ces mecs-là méritent d'aller en taule, et puis la gamine, elle a quand même été renversée sur un passage. Absolument. Clouté, donc... elle était au bon endroit, ça j'ai envie de dire, parce qu'elle était dans son bon droit, et il doit rentrer dedans. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'incivilité grandissant. Alors, moi, je peux parler d'une expérience personnelle. Ma fille, en traversant la dernière fois, s'est fait renverser par un vélo. Donc, ça n'a rien à voir. Mais quand même, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui se comportent comme ça partent du principe que la route leur appartient aussi, Jean-Marc Governatori. Pour être précis, ce n'est pas la justice qui est laxiste, ce sont certains juges qui sont laxistes. C'est ça. Puisque le juge de telle ville ne donne pas le même jugement que dans une autre ville. C'est vraiment le juge est maître totalement de ce qu'il décide, d'une part. Et puis d'autre part, la problématique de l'individu qui sort des règles, c'est qu'en fait, il fait dans sa tête le rapport bénéfice-risque, et il s'aperçoit que souvent, effectivement, il ne va pas se passer grand-chose contre lui. Et donc, il sort des règles, et donc il arrive ses malheurs, comme il est arrivé aux gendarmes, comme il est arrivé à ce pauvre fille. Et donc, le problématique, c'est qu'il faudrait qu'on soit dans un pays où, enfin, le rapport bénéfice-risque explique à tout individu que s'il franchit la ligne rouge, mais effectivement, il aura un gros problème. Mais tant qu'on n'arrivera pas à ce stade-là, eh bien, il y aura malheureusement des morts et des blessés dramatiques. Deuxième mot de l'actu, Clément Harion, hommage. Un hommage national sera rendu lundi à Éric Comines, le gendarme tué par un chauffard à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Une cérémonie qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin. Des hommages seront aussi rendus au même moment dans toutes les préfectures et dans toutes les gendarmeries de France. Dernier mot de l'actu avec vous, Clément Harion, c'est l'or. Et oui, il y a un petit peu moins d'1 heure, le paracycliste Alexandre Léoté a remporté la médaille d'or en poursuite individuelle sur 3000 mètres. Je vous propose de revivre ce moment avec les commentaires de France Télévisions. Bon, il reste 250 mètres, allez, dernier tour, ça devrait le faire, mais faut pas craquer maintenant. Allez. C'est le dernier tour pour Alexandre. Le Belge qui donne tout ce qu'il a. Alexandre également. 2 secondes 1, il se sera sans doute allez, sous les 2 secondes, mais ça pourrait suffire. 3 secondes 17 maintenant. 3 minutes 17. Alexandre Léoté pour ses derniers mètres. Allez. Alexandre Léoté. Oui. 3,26. Champion paralympique. C'est bon, il est devant, il est champion paralympique avec 2 secondes d'avance. Sur Vrement, il a réussi à conserver l'avance qu'il a pris au début. Il en a perdu un petit peu, mais ça suffit. Alexandre Léoté, champion paralympique, 2e médaille d'or pour la France dans ces Jeux paralympiques et 2e médaille d'or pour Alexandre Léoté, 3 ans après son titre à Tokyo. Voilà, 2e médaille d'or paralympique pour Alexandre Léoté, 25 ans. C'est fabuleux, la poursuite. Donc, ils sont chacun d'un côté de la piste. Et il y a paf, à chaque fois qu'on passe sur la ligne, on voit l'écart. C'est magnifique. Ça fait très plaisir. Et oui, merci. On en est à 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent au compteur pour l'équipe de France. Merci, Clément Harion. Alors, je trouve que c'est très bien de nous mettre toujours dans les conditions du direct comme ça. Ça donne plus de vie au reportage. À noter que Marie Patouillet aussi a eu de médailles dans ces Jeux paralympiques. La première en argent. Donc ça nous fait 2 médailles au niveau du cyclisme.
Eh bien, voilà, justement, tiens, ces paralympiques, ces athlètes qui refusent, eux, d'être comparés à des super-héros, car ces analogies, bien qu'admiratives, peuvent les déshumaniser, minimiser leurs efforts réels, les voir comme des figures surhumaines réduit la reconnaissance de leur travail acharné et de leurs compétences sportives. De plus, ces comparaisons peuvent renforcer des stéréotypes nuisibles liés au handicap. Alors, 10 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture. Des épreuves en direct toute la journée sur le service public, vous venez de l'entendre. Le sport pratiqué par des personnes handicapées s'invite dans notre quotidien. Comment percevons-nous ces athlètes maintenant que nous les regardons plus attentivement? En toute honnêteté, répondez à la question sur le compte X de Sud Radio. C'est l'objet de notre débat dans un instant. Les athlètes paralympiques vous apparaissent-ils comme des 1. super-héros, 2. performeurs, 3. comme des valides, 4 comme des victimes. Et vous votez à 47% pour des performeurs. Ensuite, ce sont des victimes qui arrivent en deuxième position, des super-héros en troisième et des valides en quatrième position. Vous pouvez évidemment aussi appeler le 0826 300 300. Le standard de Sud Radio vous attend. Et dans un instant, c'est le grand débat. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. On est bien avec vous en cette dernière des vraies voix de l'été avec mon acolyte, Frédéric Brindel, qui va vous les rappeler d'ailleurs. Oui, merci Judith Belair, effectivement. Alors, René Chiche est avec nous, sacré pédigré, directeur de rédaction du groupe Entreprendre la Fonds-Presse. C'est du pouvoir d'achat, c'est solide. Oui, c'est vrai. C'est du compte en banque. Oui, c'est des lingots d'or. C'est des lingots. Vous me direz dans quelle banque, s'il vous plaît. Jean-Marc Governatori, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au centre. Voilà. C'est pareil, les caisses du parti vont bien ou il y a peut-être besoin d'un peu d'aide? Tout va bien. Non, parce que je veux dire, c'est pas sur les européennes. C'est pas sur les européennes que vous avez gagné de l'argent, c'est ce que je veux dire. C'est vrai. On a gagné des électeurs. Ah bon, d'accord. Très bien. C'est ça, on gagne toujours. Et puis Mehdi, pourquoi Mehdi? Je le prononce à l'anglaise. Non. Mehdi Saidi. Mehdi Saidi, qui est conseillère en communication d'influence, donc là aussi ça touche un petit peu aux hautes sphères, c'est de la référence. Auteur de Françaises venues d'ailleurs, publié chez Stock. Voilà, c'est une présentation qui aura duré le double des présentations en termes de temps. Excusez-moi, j'ai pas su faire court. Très bonne celle-là. Allez, grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Les comparaisons entre les athlètes paralympiques et des super-héros sont souvent bien intentionnées, visant à souligner leur courage et leur résilience. Cependant, de plus en plus d'athlètes en situation de handicap expriment leur désaccord avec cette analogie. Derrière l'éclat de ces métaphores se cache une réalité plus complexe, où ces comparaisons, loin de les honorer, peuvent les déshumaniser, minimiser leurs efforts, renforcer des stéréotypes nuisibles. Pourquoi ces athlètes, comme ceux des Jeux paralympiques, rejettent-ils cette image de super-héros qu'on leur attribue trop facilement? Alexis Anquincan, Nanténin Keita, Marie-Amélie Le Fur, Mickaël Jérémiaz, Alexandre Léoté, ces noms résonnent depuis quelques années dans votre environnement médiatique. Ils réapparaissent plus concrètement à l'occasion de ces Jeux paralympiques en tant qu'athlètes ou responsables du paralympisme français. Leurs paroles et leurs performances les exposent au même titre que les valides. La vulgarisation du parasport se poursuit et impacte peut-être, vous les auditeurs de Sud Radio, votre perception des compétitions. Aussi, nous vous posons la question, les athlètes paralympiques vous apparaissent-ils, répondez honnêtement, ils vous apparaissent comme des 1. super-héros, 2. performeurs, 3. valides, 4. victimes? Eh bien, c'est performeurs qui arrivent en première position avec 47%, ensuite victimes à 23%, des super-héros à 18% et des valides à 12%. Eh bien, on va vous poser la question à vous, les vraies voix, à commencer par vous, Jean-Marc Governatori. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le mot qui, selon vous, raconte le mieux les athlètes paralympiques? Et Judith, peut-être juste avant, on va tout de suite accueillir notre invité, qu'on va solliciter, Marc Truffaut, le président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Bonsoir Marc Truffaut. Bonsoir, bienvenue. On rappelle ce qu'est la fédération du sport adapté, qui est une des catégories finalement au sens large du sport réservé aux personnes souffrant d'un handicap ou ayant un handicap. Alors tout à fait. Alors, en France, il existe 2 fédérations sportives au service du sport et du handicap. La Fédération française handisport pour ce qui est handicap physique
et la Fédération française du sport adapté pour ce qui est handicap mental, handicap psychique et autisme. Et après, en fait, dans la famille paralympique, dans ces Jeux paralympiques, il y a quelques sportifs du sport adapté qui sont présents dans une seule classe, la classe des déficients intellectuels. Voilà, et qu'on va notamment découvrir aussi en parathlétisme, parce que il y a beaucoup de représentants et c'est très intéressant à comprendre aussi stratégiquement. Judith. Du coup, je vous repose la question, Jean-Marc Governatori. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des super-héros, des performeurs? Comment vous les voyez, ces super athlètes? C'est souvent comment on interprète les mots. Si performeur, c'est athlète de haut niveau. Effectivement, je suis tout à fait sur cette option-là. Compétiteur, on aurait pu dire aussi, quoi. Oui, ce sont des athlètes de haut niveau de façon incontestable. Mais ça me permet de préciser qu'il y a souvent des facteurs déprimants dans l'actualité, les forêts qui disparaissent, le phytoplancton qui se meurt, etc. Mais oui, les droits de la femme qui évoluent dans le bon sens, ou les sports paralympiques qui prennent une telle ampleur en France et dans le monde, je trouve que c'est encourageant, quoi. Donc heureusement qu'il y a des éléments d'optimisme comme ça qui prouvent que les consciences avancent, et ça fait vraiment plaisir. Bon. Madi Seidi. Alors moi, je dirais que c'est des performeurs, mais je dois avouer que ça n'a pas toujours été le regard que j'ai, et ça, je crois que c'est une question de société. Ça a changé cette année ? Pas que cette année, depuis quelques années. Je devrais dire depuis que je suis adolescente. Je trouve qu'en France, pendant longtemps, on montrait pas fortement le handicap, on montrait pas des sportifs, donc il y avait aussi une question de rôle modèle. Et je dois avouer que ça a changé depuis que je suis adolescente. Le fait d'avoir été en Afrique, les handicapés vivent dans la société avec nous. On les cache pas. Ils travaillent. Ils sont sportifs. Et donc, ça a changé mon regard parce que finalement, je vis avec eux et on vit comme des personnes valides. Donc, effectivement, pour moi, c'est de vrais performeurs. Vraiment. Ouais, René Chiche, vous êtes un passionné de sport. Vous regardez le sport à la télévision. Est-ce que, quelque part, j'imagine comme beaucoup de gens, le fait d'avoir des athlètes qui étaient victimes d'un handicap, dans un premier temps, ne faisait pas finalement chez vous le même effet passionnel que lorsque vous regardiez des compétitions de sport valide. Et puis, ça a changé. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'au début, en plus, moi, il y a 2 ans, j'assistais à un tournoi à l'étranger, un tournoi de tennis sur fauteuil. Ouais, tennis fauteuil. Mais d'abord, j'ai été absolument halluciné par la puissance de frappe de ces gens, de ces athlètes, la rapidité. En plus, bon, quand même, ils ont droit à 2 rebonds dans le tennis pour handicapés, par rapport. Bon, non, pour moi, et pour répondre à votre question, c'est vrai que maintenant, je regarde d'un autre œil. Pour moi, c'est bien sûr des performeurs, comme on disait. Mais pour moi, c'est quand même. C'est pas des super-héros. Effectivement, l'expression employée par Teddy Riner et Marie-Jo Pérec est un peu réductrice, un peu gadget. Parce que super-héros, on pense à Batman, Superman. Oui, mais ils ont dit Avengers. Ils ont dit Avengers, absolument aussi. Voilà. Mais c'était sympa, c'était sympa. Oui, exactement. Ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est un petit tic de langage. Mais c'est quand même des athlètes, mais quoi qu'on dise, moi je les regarde quand même de façon un peu spéciale, parce que ce sont pour moi justement des athlètes hors normes. Vous voyez, les athlètes normaux qui sont valides, bon, on applaudit à leurs exploits, etc. Mais eux, ce qu'ils font, vu l'invalidité qu'ils ont, et vu ce qu'ils font, et quand on les voit en vrai, c'est quand même incroyable. Donc, ce sont pour moi des gens, non pas des super-héros, mais des athlètes quand même, pour moi, quand même extraordinaires, quand même, qui sortent de l'ordinaire, parce que franchement, aller jouer même en tant que joueur quidam de tennis face à un champion de tennis en fauteuil, je suis pas sûr qu'on tienne la route. Je vous confirme. Marc Truffaut, je rappelle que vous êtes président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Alors, c'est une idée comme ça que je me fais. La perpétuation de ces stéréotypes, même s'ils sont bien intentionnés, sont nuisibles, puisque mettre trop haut, c'est comme mettre trop bas, c'est-à-dire c'est mettre à part, quoi. Marc Truffaut. C'est un peu stigmatisé et c'est ne pas respecter la personne et surtout le projet de vie qui est le sien. C'est-à-dire qu'il y a un investissement pour obtenir la performance qui est vraiment important. C'est comme n'importe quel athlète, 2 entraînements par jour. C'est une vie qui est dédiée à ça. Et du coup, de voir que son projet de vie, il est un petit peu caché par le fait de se dire on continue à avoir le handicap. Effectivement, c'est assez frustrant pour ces athlètes qui se donnent à fond au quotidien pour représenter leur pays. Justement, Marc Truffaut, la volonté, c'est évidemment que les gens se passionnent parce que, en plus, René Chiche l'a très bien dit, il y a des épreuves magnifiques, passionnantes. Maintenant, ce n'est pas la même organisation. Rappelons-le. Bon, moi, je le répète, pardon, ça fait un peu moi-je, mais au moins, je vous fais part de mon expérience. J'ai commenté les championnats du monde de parathlétisme l'année dernière pour une chaîne de télévision. Bon.
il y a, qu'on le veuille ou non, une différence parce que les valides, tout le monde est à, on va dire, chance égale. Dans les compétitions para-athlétisme, par exemple, il y a un système de notation, de code, parce que on n'est pas forcément en fonction du handicap égaux. Donc il y a aussi cet apprentissage à faire, Marc Truffaut. Alors tout à fait, il faut pouvoir expliquer ce qui se met en place dans le mouvement paralympique, c'est-à-dire des classes. Il y a plusieurs classes qui correspondent à l'impact du handicap dans la pratique sportive. Et donc c'est vrai qu'il faut pouvoir vulgariser auprès du grand public c'est quoi ces différentes classes. En plus, c'est des chiffres. En athlétisme, vous avez les 11, les 12, les 13, les 20 pour ce qui est le sport adapté. Et bien effectivement, il y a tout un travail de pédagogie pour vulgariser ça, parce qu'en fait, ces classes, elles sont justement mises en place pour garantir l'équité sur la ligne de départ. Et après, comme on dit dans le sport, c'est le meilleur qui gagne. Mais l'équité, elle est là grâce à la mise en place de ces classifications. Et les personnes sourdes et malentendantes n'ont toujours pas le droit de participer, c'est bien ça? C'est une organisation à part, c'est un autre comité, c'est ça? C'est surtout ça. En fait, aujourd'hui, donc il y a différentes classifications qui sont là. Ne bougez pas trop parce que vous captez pas très bien là, qu'on vous entende bien. Bon, on va essayer de, Marc Truffaut, vous allez essayer de retrouver une position où on vous capte un petit peu mieux. Mais effectivement, pour avancer là-dessus, les sourds et les malentendants, ils ont comme d'ailleurs les non-voyants, non, si c'est ça? Non. Alors en fait, précisément, on va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Voilà. Il y a la fédération de sport adapté, ce que nous expliquait Marc Truffaut, avec ce qu'on appelle les déficients mentaux. Mais certains sont obligés de participer différemment dans d'autres styles de catégories. Ils ont 3 sports seulement, non, c'est ça? Oui, et notamment l'athlétisme. Mais du fait des organisations, c'est très difficile de pouvoir les incorporer au programme paralympique. Donc ça, et puis vous le disiez aussi, alors bon, c'est un peu un mystère, mais l'histoire de la problématique des sourds et malentendants, parce que est-ce que finalement c'est si handicapant que cela pour la pratique sportive? Donc en fait, est-ce que c'est équitable? Voilà, c'est toujours ça le problème. L'équité. Alors vous, Maddy Saïdi, je ne sais pas, vous avez certainement dû regarder ces épreuves. Est-ce que elles vous semblent finalement assez facilement compréhensibles? Eh ben non. Finalement, c'est pas toujours compréhensible, et c'est le souci qu'on a aussi avec le sport et le handicap, c'est qu'en dehors de ces grandes compétitions, on n'en parle pas beaucoup. Et je pense qu'on gagnerait à faire connaître non seulement le sport et le handicap, mais aussi comment ça se passe, les différentes fédérations, pourquoi il y a un souci d'équité et comment on le fait. Mais c'est vrai que si on est un profane, on comprend pas forcément. Il y a certains handicaps, on se demande, on se dit mais de fait, il est peut-être plus fort parce que il a 2 jambes ou autre chose. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a, ça marche effectivement beaucoup pour les catégories des amputations. Alors, 1 ou 2 jambes, donc 1 ou 2 prothèses avec la même force de propulsion ou pas. Et là, effectivement, ça peut poser souci. Il faut qu'il y ait l'équité sur les prothèses aussi, effectivement. Franchement, ça peut nous faire aussi évoluer sur la lecture des résultats, parce qu'on est dans un monde où le résultat, où par exemple, on ne parle que du médaillé d'or ou du médaillé tout simplement. Mais ceux qui sont capables de faire finale dans un sport olympique ou paralympique, c'est déjà extraordinaire. Absolument. Bien sûr. Ça, c'est très philosophique et bravo, monsieur Governateur. C'est bien vous. Bravo. C'est le cœur de la démarche. Raison, bien sûr, je faisais de l'humour, j'ai le droit ou pas? Et vous le faites si bien. Allez, 0826 300 300, vous voulez réagir, vous le pouvez, vous le savez, sur Sud Radio, c'est votre radio, parlons vrai avec vous. On est avec Sandrine, notre chère Sandrine, qui nous a fait tant plaisir tout à l'heure. Vous êtes là, Sandrine? Oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Alors, je vais vous poser la question à vous, Sandrine. Dans quel mot correspond le mieux pour vous à nos athlètes paralympiques? Super-héros, performeur, valide ou victime? Et pourquoi d'ailleurs? Alors, au début, Harold, je lui avais dit super-héros. Puis j'ai compris qu'ils n'aimaient pas qu'on leur appelle super-héros. C'est bien. La pédagogie, ça marche. Je veux dire, je suis franche là-dessus. Je vais pas mentir. Les performeurs, oui. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, le système de sélection, parce que j'avais vu un reportage justement sur un athlète, et je crois qu'il n'a pas été sélectionné, il a été amputé des 2 jambes et des 2 pieds. Et au niveau de la natation, il y a effectivement au niveau des équités, je veux dire, par rapport en fait à la sélection, en fait, on va dire, pour arriver aux Jeux. Et c'est là où peut-être qu'il faudrait qu'ils expliquent. Après, pour moi, j'ai une amie justement, comme je racontais quand j'étais étudiante, qui s'est retrouvée qu'elle a eu
malheureusement, en randonnée à cheval, elle est mal tombée et elle s'est foulée la maléfière, s'est retrouvée paralysée. Et donc, du coup, l'établissement du lycée agricole avait vite adapté une classe qui n'avait rien d'adapté. Et donc, je parle de ça, c'était en 95 même. 95. Oui. Et 1995, excusez-moi. Et donc, du coup, ils avaient adapté une classe. Et alors, écoutez, un caractère exceptionnel. Bon, déjà, elle avait un caractère pas facile, mais heureusement, finalement, c'est ce qu'il a, je veux dire, passé outre son handicap. Et puis, elle a fait du sport. Puis, on a fait des sorties ensemble. Quand on allait parce qu'on n'était pas dans la même promo, mais on va dire pas la même classe. Quand ils faisaient des sorties par exemple, des reconnaissances de végétaux, les copains rugbyman l'apportaient. Enfin, tout était bien organisé. Voilà. En boîte était ensemble. Effectivement, Sandrine. Donc, voilà. En plus, hier, nous avons fait aussi une émission spéciale de 19h à 20h. Et là, on a abordé cette question de l'école, de l'inclusion. Et effectivement, vous êtes au cœur de la réflexion. Tout à fait. On a retrouvé Marc, je crois. Oui, Marc, vous êtes là ? Oui. Bonne nouvelle. Désolé pour tout à l'heure. Ah, super. Alors, Marc, je ne sais plus très bien où vous en étiez, mais peut-être que vous savez. Alors, on était en fait sur éventuellement des handicaps qui n'étaient pas présents aux Jeux paralympiques. Oui, on était en train de faire la différenciation avec les malentendants. Il y avait les malentendants qui ont fait le choix d'aller sur une organisation autre. Et puis, on a aussi une particularité qu'on retrouve au niveau du sport adapté, au niveau du handicap mental, c'est qu'il n'y a qu'une seule catégorie, une seule classe qui est ouverte, celle des déficients intellectuels. Et donc, ça exclut de fait les personnes autistes, ça exclut les personnes en situation de trisomie. Et donc, du coup, voilà, c'est encore une marge de progrès pour le mouvement paralympique. Est-ce que vous souhaitez justement que toutes ces fédérations participent aux Jeux paralympiques ? Il y a aussi d'autres écoles... Ou se rassemblent, si je peux me permettre. Oui, ou se rassemblent. Et il y a aussi l'école qui consiste à dire on rapproche aussi les Jeux olympiques des Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui est possible de faire dans ce grand rapprochement universel ? Alors en fait, je pense que déjà ce qui existe aujourd'hui, le fait de les mêmes lieux, ça peut paraître bizarre d'être chacun de son côté, mais en même temps, on profite du même engouement et on le voit là sur Paris. Là, pour l'instant, la position, surtout des athlètes, c'est d'avoir quelque chose de spécifique et d'avoir ces Jeux paralympiques pour garantir une visibilité. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a quand même cette crainte de se dire si les paralympiques et les olympiques étaient ensemble, au-delà des problématiques entre les deux organisations internationales qui existent, le CIO et l'IPC, c'est la problématique de la visibilité. Là, je pense que l'objectif des Jeux Paras, c'est de changer le regard, c'est de faire évoluer la société au sens large, et donc de pouvoir avoir cette fenêtre bien particulière sur les Jeux paralympiques et sur les performances des sportifs. Et en fait, ça convient aujourd'hui aux sportifs. Ouais, pour vous, c'est le meilleur format. Vous, René Chiche, alors ça existe déjà, notamment les championnats du monde de cyclisme sur piste, regroupent, alors pour ce qu'on appelle les valides, et il y a certaines disciplines dites paracyclisme. Est-ce que c'est pas finalement une belle solution, vous qui êtes aussi un homme d'image et de publicité? C'est-à-dire d'avoir les deux couplets, en fait, sur un même événement. Non, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire, j'ai oublié son prénom, Marc Truffaut. Ouais, Marc Truffaut, excusez-moi. Vous êtes avec nous, René, là. Oui, tout va bien. Non, mais moi je suis pour... je trouve effectivement que séparer les deux compétitions, c'est-à-dire olympique et paralympique, je trouve que c'est quand même un plus que la compétition, les Jeux paralympiques, et leur propre calendrier. Je trouve que ça leur donne plus de force, et je trouve que les gens sont même plus impliqués à regarder les Jeux paralympiques, parce que il a raison, Marc Truffaut, si on mélange tout en même temps, c'est vrai que les gens vont avoir quand même plus envie de regarder les champions valides, je pense, et que je pense que les athlètes non valides vont être un peu noyés. Rapidement, mixer les deux ou pas, Jean-Marc Governatori? Moi, j'expliquais dans le chapitre de l'un de mes livres que la personne en situation de handicap était à la fois une enseignante et à la fois une thérapeute. Donc je trouve que c'est très très bien de mettre le regard absolu et exclusif sur cette catégorie à un moment donné. 3 sur 3 avec Maddy. Oui, absolument, complètement d'accord. Je trouve qu'il y a un enjeu de communication et de sensibilisation. Merci Marc Truffaut d'avoir participé à ce débat. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci, on rappelle que vous êtes président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. Et puis vous restez avec nous, chers auditeurs, chères auditrices. Le dernier. Parce qu'il y a le truc qui fait très plaisir. C'est le dernier quiz de l'été, quiz de l'été. Et alors il y aura un thème à découvrir évidemment, mais vous saurez lequel si vous nous écoutez. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. 17h52 sur Sud Radio, c'est l'heure du quiz. Mais juste avant, on va vous rappeler quand même nos vraies voix. Oui, alors il faudra choisir justement pour ce quiz entre l'excellent René Chiche, l'excellent Jean-Marc Governatori et l'excellente Madi Saïdi. Je ne peux pas aider notre auditrice et je ne peux pas lui donner un élément de choix. Ma chère Sandrine, êtes-vous là ? Oui, Sandrine. je suis là. Alors moi je pense savoir qui vous allez choisir, mais on vous écoute quand même. Et je vous donne juste le thème pour peut-être vous donner oui. En fait, c'est le thème de la fin des vacances en chanson. Une petite larme qui coule sur notre joue. C'est la Dolce. Oh là là. Alors écoutez, je vais vous étonner, mais je vais choisir quand l'agriculture va à un moment donné s'associer avec l'écologie. Donc je vais choisir Jean-Marc. Très bon choix. En plus, merci Sandrine. Verte, je tiens à le dire. Donc vous êtes dans le thème. Bon. Voilà. Par contre, on a une grosse équipe en face. On va gagner. Mais c'est pas grave. C'est sympa de les voir assemblés d'ailleurs. On va gagner tous les deux. Voilà. Et en plus de nous avoir fait plaisir à Judith et à moi tout à l'heure, vous venez de faire plaisir à Jean-Marc Governatori, parce que pour une fois que quelqu'un de l'agriculture remercie un écologiste, il n'en revient pas. Mais l'écologie adore l'agriculture. C'est vrai. Oui, peut-être pas l'inverse toujours. Oui, mais vous, c'est l'écologie au centre, c'est exactement. ça. Ouais, c'est ça. Une écologie bien particulière. L'écologie fréquentable, c'est ça que vous avez dit. C'est ça. Bon, et vous criez bien fort, Sandrine, qu'on vous entende. L'équipe gagnante est celle qui arrive à 4 points. J'ai bien peur qu'avec René, ça va être compliqué, mais bon, c'est pas grave. Et donc, vous nous donnez le chanteur ou la chanteuse. Vous vous concentrez bien, vous écoutez bien. À la fin des vacances, le quiz de l'été, extrait numéro 1. Michel Jonas. Quelle belle chanson. On peut l'écouter un peu, ouais. J'adore. Elle est jolie. Ah, ça fait du bien. Merci Maxime. Allez, extrait numéro... Alors c'est au bout de 4 points que vous gagnez les équipes, je ne sais pas si on vous l'a dit. Ouais, donc ça fait 1-0. Voilà. Extrait numéro 2. Juliette Armanet. René Chiche. Je pense qu'il faut lui mettre un handicap. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je sens le ticket là. Oui, Sandrine. Vous l'aviez, Sandrine, ou pas? Plus performant d'ailleurs. Juliette Armanet. Ouais, parce que je vous ai pas entendu, Sandrine, effectivement. Mais on peut pas l'entendre, René fait que parler tout de suite. On l'a dit, nous, on est Faut crier, Sandrine. Allez, extrait numéro 3, ça c'est facile aussi. Julien Clerc. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait couper le micro à René Chiche pendant 15 secondes, s'il vous plaît? Mais je gagne tout le temps. Voilà. Moi, je dis Julien Clerc, mais bon, René pourra. Sandrine, la prochaine fois, vous choisirez René Chiche. Vous serez sûr de gagner. Cette chanson, elle est belle aussi. C'est beau, cette chanson. C'est beau, je veux juste vous dire que j'ai choisi mes chanteurs et chanteuses préférés pour certaines et des chansons qui me sont fétiches pour d'autres. Je me suis fait plaisir. Voilà. Vous avez bon goût. 3-0. C'est le cas tous les jours, j'ai envie de dire. Non, non, il y a des fois j'ai choisi des chansons. Vous êtes pas fan de Louane? Pardon. Moins que celles qui arrivent, par exemple. Allez, 1, 2, 3, extrait numéro 4. Ça suffit, ben l'autre peut m'aimer, car même c'est Moran. Merde. Ah bah. Ah oui, Moran. Non. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Ils ont gagné, hein. Voilà, j'ai envie de dire. J'ai l'humeur à chanter. Attendez, excusez-moi, elle est avec moi, Madi? Oui. Ah bah attends, j'ai dit Julien Clerc quand même. Attends. Moi aussi, mais j'ai dit après lui, c'est vrai. Ça fait. On va se faire un kiff. 4. Mais je comptais sur toi, je savais qu'avec toi. Moi, ce que je propose, Judith. Oui, ce qu'on va faire, Judith. René, c'est pas. Il faut avoir la victoire humble, René. Mais j'ai rien dit. Alors taisez-vous maintenant, René. On n'a pas le droit de célébrer. Sur les autres d'après, vous avez pas le droit. On n'a pas le droit de célébrer la victoire. Je propose de laisser Sandrine et éventuellement Jean-Marc répondre à ces 3 prochaines. Madi. Bah oui, quand même. Et Madi aussi. Tu me souffles en bas. Excuse-moi, s'ils répondent pas tous les 3, tu cries, René. Au bout de 3 minutes. Allez, extrait numéro 5. Quand tu diras que c'est ma faute, Ah merde, je Vianney. que je n'ai jamais su t'aimer. Ah merde. Pas Vianney, ça. Oui, Vianney. Jean-Marc Governatori. Ah, il trépignait sur sa chaise. Bah oui. Essayez de revenir à 4-3. Vous auriez une défaite honorable, Sandrine et Jean-Marc. Alors, oui, c'est Vianney. Extrait numéro 6. Ah ouais, c'est long, c'est cool. Pour moi, SMS. Ah oui, c'est. Ah, j'adore cette chanson. Allez-y, Sandrine. C'est l'ancienne.
Ancienne femme de Michel Berger, par exemple. Oui, c'est ça. Non, c'est pas Franciane, justement. L'autre dame aussi. Véronique Sanson. Véronique Sanson. Voilà. Je l'aurais dit au bout de 2 secondes. Ah oui, mais c'est vrai, oui. Mais on pas le droit. Tu n'as pas le droit. Il savait. Il trépignait sur sa chaise. Extrait numéro 7. Une fois un temps d'adaptation, René. Allez, écoutez. Allez, Max. Tu verras. Magnifique. Oui, Nougaro, Sandrine, ça me fait plaisir. C'était le mot de la fin que je voulais vous donner. Tu verras, tout recommencera. C'était le but de vainqueur. Ça fait du bien. Et en ayant choisi Jonas, Nougaro, Morane et Véronique Sanson, je vous ai donné mes 4 préférés. Oh, c'est magnifique. Français. C'est magnifique. Voilà. Eh bien, voilà, si vous avez... Merci beaucoup, Sandrine, déjà. Merci à vous tous, et puis bonne soirée. Bonne soirée, pareil. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Et puis surtout, n'hésitez pas à rappeler pour faire des compliments. On vous embrasse, Sandrine. Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez envie de faire des compliments à l'équipe comme Sandrine, vous appelez au 0826 Appelez, on aime ça. N'hésitez pas, on adore ça. Dans 10 minutes, ça sera le tour de table de l'actu. Et juste avant, ça sera Vous avez la parole avec en fond pour l'instant Claude Nougaro. Quand je du réveil, je me réveillerai. Tu verras, tout rayé de soleil, à le joli forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai sous le sommeil, tu verras. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Tiens, Frédéric Brindel, un petit rappel de nos vraies voix du jour. Oui, Judith Belair, nous avons ce soir la chance d'avoir René Chiche, qui est directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fête. Vous êtes remarquable. J'adore votre duo, votre tandem. C'est remarquable. Oh, vous êtes Merci René. T'inquiète pas, il va quand même te complimenter. Maintenant, tu dis pas ça. J'ai les joues qui rosissent. On est aussi avec Madi. Judith. Il m'a perturbé, René. Je suis décidée, je suis très perturbée. Lancez Madi qui, dans la foulée, va également. Celui-là. Elle va nous faire un compliment aussi. Madi, vous préparez notre compliment aussi. Allez-y. Alors, Madi Seydi, vous êtes conseillère en communication d'influence, auteur de Française, venue d'ailleurs publiée chez Stock. Allez-y. Vous êtes tellement beau. Vous êtes tellement beau. Je suis tellement contente de faire cette dernière avec vous. C'est vrai, parce qu'ici on parle vrai. Vraiment. Et avant de faire son compliment, je vous le présente, Jean-Marc Governatori. Compliment sur commande. Élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre. Ah, c'est pas un compliment, c'est une réalité. Vous êtes remarquablement professionnel et complémentaire. Oh, c'est mignon. Merci. Magnifique. Voilà. C'est vrai que c'est pas un compliment, c'est la vérité. C'est la vérité, mais ici on parle vrai. Tout ce que c'est vrai, forcément. En toute modestie. On est au top. Parfois, le compliment est fictif. Donc, c'est pas un compliment. C'est vraiment... Merci, Jean-Marc. Et sinon, il y a l'excellent Clément Arayon et Vous avez la parole. Les vraies voix Sud Radio. Alors, Clément Arayon, vous allez nous parler aujourd'hui du sacre d'Hugo Didier aux Jeux paralympiques, le nageur du même club que Léon Marchand. Eh oui, le paranageur a remporté la médaille d'or hier sur le 400 mètres nage libre, catégorie S2. Allez, on se refait les 50 derniers mètres avec les commentaires France Télévisions. Allez, c'est parti. C'est pas un 400 mètres, ce sont les 400 coups avec Hugo Didier, le gars et ça va le faire à 15 mètres de l'arrivée. Il faut tenir là. Allez Hugo. Et à l'arrivée, ça va être le premier titre paralympique ici pour Paris pour Hugo Didier. De l'or pour le Toulousain, comme c'était le cas pour Léon Marchand. Ça fait du bien. On a l'impression Merci, de replonger quelques semaines en arrière à la Défense Arena. Pour revenir sur cette performance, nous sommes avec Vincent Gardot, président du club Les Dauphins du TOEC à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Salut le président le plus heureux de l'histoire de tous les présidents de tous les clubs de France, de tous les sports. Vincent Gardot, on imagine votre fierté. On vous écoute, Vincent. Ça vous fait du bien, j'imagine. Certainement parmi les plus heureux, effectivement, oui. Hugo Didier, Léon Marchand, tout va bien pour votre club, finalement. C'est de la bonne pub. Ouais, c'est de bonne pub. C'est surtout une belle récompense déjà pour deux nageurs exceptionnels, de belles personnes qui ont des valeurs communes sur le travail, le sérieux, le sens du détail, l'intelligence dans le cours, mais l'intelligence de course également.
Voilà, et puis c'est du bonheur également pour les structures qui s'en occupent, donc notamment les dauphins du TOEC, et puis j'associerai également le club de Cugnot parce que Hugo Didier donc est élève ingénieur à l'INSA de Toulouse. Il est originaire du club de Cugnot, qui fait un très bon travail, qui a un club ami. Et il est entraîné à la fois par Samuel Sayou, l'entraîneur de Cugnot, et Florian Coiffard, son entraîneur au Dauphin du TOEC. Donc je tiens à associer vraiment Samuel et Florian en réussite partagée comme entraîneur de cette belle personne qu'est Hugo. Le message est passé. Hugo Didier, hier, qui a tout rattrapé sur les 50 derniers mètres, on a eu l'impression de voir Léon Marchand. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer ? Ils se connaissent, les deux champions. Léon Marchand qui a tweeté d'ailleurs hier, Hugo Didier, trop fort. 4 médailles d'or, on le rappelle, Léon Marchand. Oui, Léon a tweeté très rapidement après l'arrivée de Hugo, ce qui montre qu'il est très attentif aux résultats des Jeux des Français lors des Jeux paralympiques, et de Hugo en particulier, puisqu'il partage les mêmes couloirs d'entraînement à Toulouse. Oui, ils se connaissent ou pas ? Ils se connaissent, oui. On peut pas dire, ils sont pas dans le même groupe parce que Léon est dans le groupe, ce qu'on appelle le groupe élite Dauphin du TOEC, où il y avait 4 nageurs sélectionnés aux Jeux Olympiques. Et Hugo est dans le groupe France. Donc dans le groupe France, qui est le groupe juste entre le groupe élite, il y a 15 nageurs qui sont quand même un excellent niveau parce que les 15 font les championnats de France. Et pourquoi Hugo est dans ce groupe-là, c'est parce que ses performances sportives lui permettent d'être dans ce groupe-là. Parce que même s'il a s'il souffre d'un handicap au membre inférieur, notamment à cause des problèmes musculaires et ligamentaires, il a un très bon niveau, donc il fait les championnats de France des valides, et donc à ce titre-là, il s'entraîne avec des très bons nageurs du club qui font régulièrement des finales au championnat de France. Vincent Gardot, pardon, on voudrait juste savoir quand même le mode d'emploi pour faire des champions, quoi, parce que vous y arrivez bien. Je vous ai dit d'ailleurs quand j'ai parlé de leurs valeurs à eux, le travail, le souci du détail, l'intelligence de course, et puis je crois il y a à côté de ça une hygiène de vie, une préparation mentale, une préparation physique. Enfin, ce sont des garçons agréables qui mettent, comme on l'inculque à Toulouse, au Dauphin du TOEC, qui mettent au service de leur sport tout un tas de valeurs humaines, physiques, de préparation, la récupération, le sommeil, la cryo, l'alimentation. Voilà, alors, par rapport justement à cette catégorie, donc c'est bien la catégorie S2, c'est ce que vous nous disiez, Clément. Donc c'est une catégorie où les athlètes ont des difficultés pour la coordination des membres. Finalement, tout le travail technique que vous mettez en place sur la nage, qui est très justement axé sur la coordination des membres, ça fait de cette victoire pour vous aussi une fabuleuse victoire. Ça n'en est que plus beau pour vos techniciens qui apprennent la natation, j'imagine. Non ? Ah oui. Et puis on a vu une certaine similitude entre les deux courses. On parlait de points communs sur la question précédente. Vous vous rappelez du 200 mètres papillon de Léon quand il nage contre Christopher Milak, qui est champion du monde, champion olympique en titre. Et il s'emballe pas dans sa course, il part bien, mais il est derrière, et puis il revient à la fin de la course, et puis notre petit Hugo a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à mi-course, il est quand même assez loin du premier, et puis c'est dans les derniers mètres qui le double. Donc une course intelligemment construite en fonction de son potentiel, en fonction de ses moyens, et puis en fonction du travail qu'il fait régulièrement avec ses entraîneurs Samuel Sayou et Florian Coiffard. Hugo Didier, on le rappelle, Frédéric Judith, qui pourrait réaliser un retentissant quadruplé comme Léon Marchand au menu ces prochains jours. 50 mètres nage libre, ça sera lundi, 100 mètres d'eau mardi et le 200 mètres 4 nages jeudi. Et au même endroit, l'Arena de la Défense. La Défense Arena, toujours. Merci Clément Rayon. Merci à vous. Nous aussi, c'était notre dernière ensemble avant les retrouvailles futures. Merci pour votre participation à cette belle émission. Et puis Vincent Gardot, merci aussi. On rappelle que vous êtes président du club Les Dauphins du TOEC, TOEC, à Toulouse. Voilà. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Merci Président. Que de compliments ce soir, c'est un vrai bonheur. Chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous parce que juste après, dans un instant, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix et ça va bouger. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et il est 18h19, même notre cher René Chiche discute tranquillement pendant que je fais ma présentation. Alors 18h19, c'est l'heure du coup. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, Judith? Je crois que j'impressionne. Qu'est-ce que vous alliez dire en plus, Judith? Et c'est quel coup? Je crois que j'arrête de parler. Allez, prenez la suite, Frédéric Brindel. Oui, alors donc écoutez, Judith voulait vous dire, les auditeurs de Sud Radio, que ça y est, c'est le moment du tour de table. Judith allez vous le dire. Hein. Du coup, j'allais vous le dire, c'est ça. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le tour de table. De l'actualité. Bon, René Chiche, je vais vous lancer, mais sans bafouiller cette fois. Ah, c'est moi qui commence? Bah oui. Très bien. Le business des Lego. Voilà, exactement. Pour votre dernière, j'ai voulu faire un peu une information un peu économico-ludique. J'ai reçu un communiqué au travail, là, à entreprendre, sur le chiffre d'affaires du groupe Lego. Qui, je savais pas, moi, j'étais pas vraiment au courant de ce marché, hein. 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Waouh. Un résultat net, là, pour le premier semestre 2024 qui a augmenté de 16%. Donc, c'est quand même 800 millions d'euros. C'est danois, hein, c'est danois? Oui, c'est danois, absolument. Ouais. Ça a été créé au début des années 30 par un monsieur qui s'appelle monsieur Christensen. Un danois, donc c'est Lego. C'est que Lego veut dire en fait, Lego vient du mot let go. En danois, ça veut dire joue bien. Voilà. Un peu d'histoire, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que les Lego, le marché du Lego avait un rendement plus important que l'or, que le vin ou même que les actions du CAC 40. Ça a été démontré par deux grandes études, à la fois d'un institut économique russe et aussi un institut économique américain, qui ont fait 2 études pendant 30 ans sur... vous voyez, c'est un truc incroyable, parce qu'on a tous plus ou moins joué au Lego, je pense, dans notre enfance. Et donc, c'est devenu un marché incroyable, c'est-à-dire que, par exemple... Il y a par exemple Oui, une autre chose, c'est que 20% des acheteurs de Lego, ce sont des adultes, qu'entre 25 et 45 ans, d'ailleurs on les appelle les AFOL, adultes full of Lego. Bah, c'est ceux qui ont grandi avec le jouet, oui, en fait. Ou qui continuent à jouer avec leurs enfants éventuellement. Ou qui n'ont pas grandi du tout. Voilà. Oui, hein. Et c'est incroyable, ça, c'est drôle, ça, par exemple. C'est pour ça que je voulais montrer que si vous avez éventuellement une pièce rare de Lego, ça vaut cher. Regarde, exactement. Ah ouais. Exemple, le faucon. Vous allez regarder dans vos Lego, mais le vaisseau de Star Wars. Ça vous dérange pas que je parle? Non. Merci Judith. Ça vous dérange pas que je Alors le faucon Millennium de Star Wars, qui a été vendu 400 € en 2007, vaut aujourd'hui 15 000 €. Oh, c'est incroyable. Regardez bien dans vos Lego. Il y a des pièces très rares, parce qu'en plus, d'ailleurs, on ne dit pas des boîtes de Lego, hein. On dit des sets de Lego. On ne dit pas une boîte de Lego. Oui, ça c'est parce que vous êtes tombé dans le jeu du dossier de presse. Vous avez lu le dossier de presse. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et le tour de table de l'actu des vraies voix continue avec vous, Jean-Marc Governatori. Vous voulez nous parler de la fragilité de la vie. Marqué par une expérience qui s'est passée assez proche, là, hier. C'est ça, je vis un moment émotionnel très fort depuis hier soir. Il se trouve que je fais du sport depuis tout petit, hein, ça fait 60 ans que je fais du football. Et hier soir, je jouais au foot avec mes copains. Donc, c'est un calcetto. En fait, c'est 4 contre 4 sur un terrain très petit. Et le ballon ne sort jamais. Et ça s'est très bien passé. Mes copains étaient en pleine forme, etc. On a très bien joué. Après, on est allé au restaurant avec eux. Et l'un des joueurs qui était en pleine forme pendant le match a fait un malaise avant le repas. Donc, rien à voir avec le repas, etc., etc. Donc, on a appelé les pompiers. Les pompiers l'ont amené. Et il est décédé ce matin. Alors qu'hier soir, j'étais avec lui en train de jouer au foot et tout. On est tellement désolés pour vous. Cette soudaineté était extraordinaire, incroyable. Dominique Divietti est un type toujours de bonne humeur, passionné de foot. On a joué sous la pluie souvent, etc. Enfin, un homme hors du commun. Et j'en ai tiré quelques leçons. D'une part, on connaît tous parmi nos proches des gens qui sont fâchés, soit avec leur enfant, soit avec leur papa, leur maman, etc., etc. Et ça peut arriver tellement soudainement, et des fois on est fâché pour une connerie. Donc ce que je voulais dire, c'est que des fois il faudrait dépasser ça pour se dire que peut-être que la personne en question sera plus là, ou nous-mêmes on sera plus là, et puis malheureusement après c'est trop tard, quoi.
Il y a aussi le fait que quand une célébrité décède, comme je suis amateur de chiffres, je pense souvent à 1749 personnes. Pourquoi ? Parce que chaque jour en France, il y a 1750 personnes qui meurent en moyenne dans notre pays. Et quand une célébrité décède, donc on en fait beaucoup à la télévision, dans les médias, bon, pourquoi pas. Et alors qu'il y a 1749 familles qui vivent ce drame et qui ont aussi leur douleur énorme. Et elle constate que la 1750e, on voit que elle dans tous les médias, alors que c'est tellement fort. Et j'en profiterai pour dire que mon copain du foot, Dominique, a au moins autant de valeur humaine, si ce n'est plus de valeur que des célébrités qui sont décédées, et que lui aussi aurait mérité qu'on s'intéresse à sa vie, parce que c'est un homme hors du commun. Et donc se rappeler que la vie est tellement fragile que on doit tous s'interroger sur nos comportements et sur nos relations avec les autres, parce que tout peut s'arrêter d'un coup. Et sur aussi le message, vous pratiquez le sport à partir de 40 ans, électrocardiogramme. Surveillez aussi, parce que cette mortalité de crise cardiaque suite à la pratique du sport, c'est très fréquent. Alors je dis 40 ans, mais ça arrive aussi chez les jeunes. Ouais. Jean-Marc Governatori, ce qui vous dérange dans ce que j'entends, c'est aussi le traitement que font les médias, en fait, de la personnalisation des icônes. C'est ça, il y a un rapport à l'image qui est démesuré par rapport effectivement au reste de l'humanité, quoi. C'est ça, aux personnes qui sont pas télévisées et qui ont au moins autant de valeur, si tu n'as plus de valeur que des personnes dont on parle toute la journée pendant des semaines et des dizaines d'heures par jour, alors que des personnes anonymes ont beaucoup de valeur et sont souvent très intéressantes, comme l'était Dominique Di Vietti. Et j'en profite pour lui rendre hommage et merci à Sud Radio que je suis là aujourd'hui, que je peux en parler, parce que ça a été un moment énorme. Ok, Jean-Marc, il y a beaucoup de philosophie effectivement derrière tout cela. Le tour de table maintenant. Nous allons enchaîner avec Madi Saïdi. Alors, ce matin, au moment de préparer cette émission, on s'est dit il y a un R ou il y en a pas. Et finalement, on s'est dit tiens, les deux peuvent marcher. Ouais. Alors vous dites la fracture de notre société, mais sans R, ça marchait aussi. Ça marche aussi, absolument. Ça marche aussi. Oui, alors moi, mon coup de gueule du jour, c'est sur la fracture de notre société. Je fais partie de ces gens qui sont un peu nostalgiques d'une époque où on vivait tous ensemble, avec, j'allais dire, malgré, mais non, avec nos différences. Et c'était un coup de gueule que j'avais envie d'avoir aujourd'hui, parce que ça fait quelque temps, en France, les politiques notamment, passent leur temps à diviser les gens, les entrepreneurs, contre les classes moyennes, les Noirs contre les Blancs, les personnes valides contre les handicapés. Et en fait, ça m'agace de plus en plus. Et je suis vraiment nostalgique de cette époque où, finalement, on était tous comme on était, avec nos différences, avec nos particularités, qui faisaient d'ailleurs nos singularités, qui nous rendaient toujours plus riches les uns que les autres. Et je trouve que les réseaux sociaux aussi sont devenus aussi une arme pour concrétiser tout ça. On a plein de tous ces courageux des réseaux sociaux qui seraient pas capables de vous regarder dans les yeux, et grâce aux réseaux sociaux se trouve une force pas possible pour diviser, pour insulter. Et ça, vraiment, j'en ai ras-le-bol. En plus, absolument, absolument. Et ça, j'en ai ras-le-bol. Et je me demande quand est-ce qu'en France on redeviendra ce pays où finalement on était un grand pays avec nos différences, mais c'est aussi nos différences qui faisaient notre force. Et vraiment, je suis très nostalgique, malgré certains diront mon jeune âge, mais j'ai quand même connu cette France où on était tous différents et on s'aimait justement parce qu'on était comme on était. Absolument. La France Black Blamber, la France touche pas à mon pote, la France des années 90, avant l'essor d'Internet qui a commencé, on se le rappelle, vers 2003 en fait. Donc ça fait pas si longtemps que ça. René Schiss, vous êtes d'accord avec Madi ? Oui, je suis à peu près d'accord avec elle. C'est vrai qu'il y a tous ces réseaux sociaux aujourd'hui qui ont quand même créé un climat quand même de violence et de haine qu'il n'y avait pas avant, parce que ces réseaux sociaux n'existaient pas. Ça donne la parole à des gens qu'on n'entendait pas avant. Surtout. Alors, là où je suis un peu moins d'accord, c'est que même moi, quand j'étais plus jeune, il y avait quand même de la violence. Je l'ai connu même personnellement, même physiquement, vraiment. Que ce soit de la violence toute simple ou même de la violence parfois déjà antisémite. Moi, vous savez, je me souviens quand j'avais l'âge de 15 ans, donc tous les soirs, on se faisait agresser par une bande qui s'appelait la bande des Antibois. C'était un mélange en plus de musulmans, de catholiques blancs, de noirs qui venaient agresser les juifs. Vous voyez, donc j'ai connu ça à mon époque. Je me suis fait agresser aussi dans mon lycée. Dans mon lycée, il y avait déjà eu des viols. J'ai connu quand même. Non, mais il y avait déjà. C'est quoi la différence ? C'est juste qu'on en entend plus parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on est dans une société
d'ultra communication où tout est complètement monté en exergue, que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit certains médias, pas Sud Radio, pas du tout. Certains médias aussi attisent un peu le feu. Bien sûr qu'il y a aussi certains partis politiques qui s'y mettent. Oui. Bon, il y en a un actuellement qui s'y met peut-être plus que les autres, c'est vrai, c'est LFI. Peut-être pas tout LFI non plus, vous voyez, je suis objectif. Je dis pas que tous les membres d'LFI, non, par exemple quelqu'un comme François Ruffin ou Alexis Corbière, enfin qui sont plus d'ailleurs membres d'LFI, étaient un peu plus modérés. En fait, étaient un peu plus modérés. François Ruffin modéré, j'avais jamais j'ai du mal aussi. J'ai du mal aussi. Un peu plus modéré que Émeric Caron, Guiraud, etc. On veut pas le... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre époque aussi qui veut ça, qu'on se rende un peu plus compte de la violence et de la haine qui peut exister entre les gens. Governatori, ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, on a eu l'impression qu'on avait retrouvé ce que Madi Saïdi aussi recherchait. Vous l'avez perçu ? En fait, le sport est une facette très importante d'un projet de société. Il gagne à être promu et il conduit à la réconciliation des personnes et à la reconnaissance des personnes. Mais à partir du moment où nous bâtissons une société depuis des décennies qui repose d'une part sur la compétition économique et d'autre part sur le consumérisme, ça conduit à l'individualisme et à créer des murs. Et je pense que nous gagnerions tous à créer des ponts. Alors moi je trouve quand même que, excusez-moi, je suis d'accord rapidement parce qu'on va devoir je tombe pas moi dans l'idéalisme par rapport au sport. À chaque fois toutes les manifestations sportives ça s'est quand même très bien passé les JO, mais ça dure 2 semaines en général tout le temps. C'est 2 semaines de gagner. Mais ça simule le sport de masse quand même. Ah oui, ça c'est autre chose. Allez, le président Macron semble, pardonnez-moi le terme, au top. Avec la vente d'avions en Serbie, le succès des JO, puis des Jeux paralympiques, et puis là, un week-end de prévu à la lanterne. Pourtant, une ombre plane sur ce tableau. L'absence de nomination d'un Premier ministre. Le public, de plus en plus impatient, exprime sa frustration face à ce manque de décision et de leadership. Même au sein de son propre camp, le temps de la réflexion pris par Emmanuel Macron exaspère. À la fin de chaque entretien mené à l'Élysée, les visiteurs ressortent quasiment tous interrogatifs sur la volonté du chef de l'État. Il doit nommer un Premier ministre depuis la démission du gouvernement Attal le 17 juillet dernier. Toujours rien. Aussi, nous vous posons la question. Face au choix du Premier ministre, diriez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio, qu'Emmanuel Macron est puissant, 2, stratège, 3, inconscient, 4, incohérent? Judith ? Alors vous dites incohérent à 46%, inconscient à 29%, stratège à 24% et puissant à 1%. C'est assez clair. 1%. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir. On est là, c'est Sud Radio, parlons vrai. Restez avec nous parce que le coup de projecteur arrive. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. C'est la dernière des vraies voix de l'été et on est en bonne compagnie, n'est-ce pas ? René Chiche est là, l'excellent directeur des rédactions du groupe Entreprendre, la Fond Presse, une presse qui vous fait rêver. Jean-Marc Governatori, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre. N'hésitez avec sa chemise verte. N'hésitez pas à vous encarter. Non, je plaisante. Pourquoi pas Non, mais comme je fais un compliment. Et puis notre Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Très Française influente. venue d'ailleurs, publié chez Stock, un sens de la relation à la société différent, supérieur. C'est ce qui fait son extrême intelligence sociétale. Sinon ça va les chevilles ou pas ? En fait, les chevilles elles gonflent, je commence à rougir, vous le voyez pas, mais je vous promets que je suis en train de rougir. Allez, coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron semble être en bonne forme avec plusieurs succès à son actif. La vente d'avions en Serbie est un coup politique et économique bienvenu. Les Jeux paralympiques sont salués pour leur organisation impeccable. Le président prévoit un week-end reposant dans sa résidence de la Lanterne. Cependant, une ombre subsiste au tableau. Le public, de plus en plus impatient, attend toujours la nomination d'un Premier ministre. L'absence de cette décision cruciale commence à susciter un mécontentement grandissant et les citoyens expriment clairement leur frustration face à ce manque de leadership. Alors, récapitulons. Les leaders de la gauche mettent une pression de tous les instants. Des voix discordantes résonnent au sein du PS sur la pertinence du nouveau Front populaire. La droite voudrait bien, mais peu point. Les centristes font profil bas. Les RN ne sont pas les bienvenus. Mais alors, un seul être semble garder la main, finalement. C'est le président de la République. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Face au choix du Premier ministre, diriez-vous qu'Emmanuel Macron est puissant, stratège, inconscient,
incohérent. Et vous nous répondez sur X, vous n'hésitez pas à aller voter évidemment. Incohérent à 47%, inconscient à 29%, stratège à 23% et puissant à 1%. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300 si vous avez des choses à dire, on est là. Tiens, une déclaration qui peut peut-être vous éclairer. L'une des leaders des écologistes, Marine Tondelier, sur justement la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est du pourrissement, c'est-à-dire qu'il a fait le pari tout l'été de l'effritement du nouveau Front populaire ou alors du fait que ça s'effondrerait comme un château de cartes. Et je pense que sa stratégie finalement, c'est que tout le monde en est tellement marre à la fin de pas avoir de Premier ministre qui se disent les Français à la fin accepteront n'importe qui et surtout accepteront la continuité de sa politique parce que il nous parle de la continuité de l'État. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la continuité de sa politique. Du pourrissement comme elle y va, Marine Tondelier. On peut quand même rappeler aux auditeurs, Jean-Marc Governatori, que c'est au président de choisir le Premier ministre qui fait ce qu'il veut et qui prend le temps qu'il veut, non ? À un moment donné. Dans ce sens, il est puissant puisque la Constitution lui donne le pouvoir de nommer. Oui. Cela dit, Marine Tondelier est mal placée pour s'exprimer comme ça parce que si c'était une écologiste ouverte et si le Parti socialiste français était vraiment un parti social-démocrate, eh bien le groupe central aurait beaucoup plus de députés et il n'y aurait pas cette impasse-là. Mais le fait est que la position officielle des blocs implique que, quelle que soit la personne qui sera nommée par le président, elle sera condamnée politiquement très vite. Et donc c'est une impasse obligatoire et totale. Vous êtes d'accord avec une impasse obligatoire et totale, René Chiche ? Pour moi d'abord, alors, pour répondre aux propositions que vous avez faites, pour moi c'est un stratège là. Je trouve qu'il mène, quoi qu'on en pense, je trouve qu'il est aussi puissant parce qu'effectivement c'est lui qui doit décider. Mais je trouve quand même qu'il mène sa barque pas si mal que ça. Parce qu'il a quand même finalement mis, entre parenthèses, j'aime pas ce mot, le bordel au sein du NFP. Il a réussi il a réussi à imposer la non-nomination de Lucie Castet, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Il a mis devant le fait accompli LR, parce que Laurent Wauquiez, il est bien gentil, il dit qu'il a un pacte législatif, il veut que son pacte soit appliqué, mais il veut pas que son parti intervienne au gouvernement, donc c'est un peu bizarre. Donc finalement, il mène sa stratégie, même si il mène une stratégie face à une situation qu'il ne maîtrise pas vraiment non plus. Mais pour l'instant, moi je trouve qu'il est plutôt stratège. Alors Madi Saïdi, on a eu puissant, on a eu stratège. Est-ce que vous iriez dans l'inconscient ou l'incohérent ? Absolument. Alors moi je crois que Emmanuel Macron est égal à lui-même et je vais du en même temps. Je pense qu'en faisant la dissolution, il y avait quelque part de la stratégie. C'était plutôt bien joué pour lui. Et là, le temps passe, les choses s'effritent. Même chez lui, ça devient compliqué. D'ailleurs, même dans ses rangs, chez Renaissance, les gens commencent à un petit peu gueuler, si je peux dire ça comme ça. Alors. Et il a quelque part de l'incohérence quand on voit, pendant les élections législatives, entre deux tours, ils ont quand même appelé au retrait de leurs candidats pour faire élire des mecs de NFP. Et aujourd'hui, donc ceux qui étaient au moment du deuxième tour des gens fréquentables, puisqu'on a quand même retiré des candidats Renaissance à leur profit, sont devenus des gens infréquentables. Donc il y a quand même aussi quelque chose. Alors évidemment, il est des stratèges et je pense qu'il joue la montre et il pense épuiser les gens, mais il y a aussi une incohérence dans sa manière d'avoir des alliés ou pas. Alors, il y a quelques noms qui circulent. On entend beaucoup parler de Bernard Cazeneuve. Il a une bonne réputation chez les élus de droite. On entend aussi beaucoup parler du maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouhamrane, qui était chez nos confrères de TF1 ce matin et qui s'est dit vendredi dernier en capacité de devenir Premier ministre pour construire des compromis. Donc finalement, c'est ce que vous disiez un petit peu, ça revient à ce que vous disiez, Jean-Marc Governatori, c'est que la personne qui va se retrouver Premier ministre va devoir rentrer dans le compromis et rassembler des forces qui ont quand même beaucoup de mal à parler entre elles. Donc c'est un peu, on a l'impression que c'est un long tunnel, quoi. Et puis avec le calcul de 2027, par exemple, la gauche ne veut pas du tout Cazeneuve, parce que s'il est introduit Premier ministre, ça le rend présidentiable. Voilà. Et c'est pourquoi aussi Laurent Wauquiez ne veut pas que ce soit Xavier Bertrand, parce que ça le rend présidentiable. Parce que ça lui prend sa place, c'est ça ? Excusez-moi ? Ça lui prend sa place ? Exactement. D'accord. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une impasse. Et vous voulez dire qu'il y a une guerre d'ego, c'est ça, non ? Et vous, alors, Jean-Marc Governatori ? Parce que franchement, oui, écologie au centre, donc oui, centre. Écologie au centre. Ouais, voilà. Donc c'est. Mais il est clair que le Premier ministre ou la Première ministre ne peut être
que centriste et non macroniste. Et c'est là où il est fort, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, mais qu'au départ, il y a une force pour le Rassemblement national. Il y a quand même un regroupement à gauche avec LFI qui mobilise sur l'Europe. Et au bout du compte, il arrive à recentrer l'histoire, quoi. Il est fort, Jean-Marc Governatori. Le président élu, il a une force colossale qui est donnée par la Constitution de notre pays. Non, mais je répète, je trouve que c'est un fin stratège dans cette histoire, quand on en pense. Bien sûr, tout le monde attend, tout le monde se pose la question, etc. Mais c'est lui qui mène la barque pour l'instant. D'ailleurs, ce qu'a dit Maïdi, je suis pas d'accord, mais par contre, lorsqu'il a décidé la dissolution, là, il n'a pas du tout été stratège, parce qu'il a cru que la gauche ne se réunirait pas. Je me souviens, on en avait débattu ici. Il pensait que la gauche n'allait pas se réunir lorsqu'il a décidé la dissolution. Il s'est dit: ils ne vont pas parvenir à se réunir. J'aurai face à moi uniquement le Rassemblement national et je pourrai sauver la mise. Donc là, il n'a pas été stratège. Il n'a pas été stratège, mais est-ce que la gauche semble vraiment réunie là maintenant ? Si, en termes électoraux, la gauche s'est quand même réunie, elle a quand même eu un gros lot de députés. Mais maintenant, dans les faits. Maintenant, c'est là qu'il devient stratège. À propos de la gauche et des personnalités de la gauche, il y en a une autre, dont on entend parler, Madame Ségolène Royal, qui a déclaré être disponible si ça peut représenter une solution. Est-ce que ça serait une solution, Madi Saïdi ? Malheureusement, non. Ségolène Royal est d'une ténacité hors pair. Et ça, il faut lui reconnaître qu'elle est quasiment insubmersible. Elle revient tout le temps pour offrir ses services. Mais honnêtement, c'est déjà... J'adore quand elle dit... des gens m'appellent. En gros, je veux pas y aller, mais les gens me sollicitent. C'est presque un devoir. Elle a dit qu'elle n'était pas candidate. Absolument. Mais puisqu'il n'y a pas d'ouverture de candidature, elle souhaite tout de même essayer. Essayer, absolument. C'est bien l'Union républicaine. À mon avis, c'est pas du tout une bonne idée. Et je reste convaincu qu'évidemment, la solution sera au centre. Alors, les vraies voix. Nous allons justement peut-être nous intéresser à cette question du PS. Parce que les noms que vous avez donnés, notamment Judith Karim-Bouamram, Bernard Cazeneuve, sauf vous finalement, Jean-Marc Governatori, mais... Que dit le premier d'entre eux, officiellement, Olivier Faure, sur la situation ? Écoutons Olivier Faure. Et malheureusement, le chef de l'État s'obstine à vouloir continuer à faire le jeu, à nommer quelqu'un qui sera à sa main, qui dépendra de sa propre coalition et qui, vraisemblablement, divisera d'autres coalitions. C'est ça le jeu auquel il joue. Mais c'est un jeu qui est un jeu délétère, c'est un jeu qui ne permet pas de répondre aux aspirations des Françaises et des Français. Alors, on entend dans la voix d'Olivier Faure la déception de ne pas avoir un ministre NFP qui a été nommé. Je rappelle qu'il était candidat pour être Premier ministre. En plus, voilà. Alors, ce jeu dangereux que jouerait le président, en fait, là, puisque, comme le soulignait tout à l'heure Frédéric Brindel, on est en plein dans l'ego, là. Jean-Marc Governatori. Forcément, pour arriver à un tel niveau politique, on est forcément dans l'ego. C'est pas forcément mauvais s'il est maîtrisé. Mais effectivement, il faut surtout un projet. Maintenant, nommer un Premier ministre de gauche dans un pays qui vote 70% à droite et dans un Parlement qui est 70% à droite, ce serait bizarre. Est-ce qu'ils ne sont pas en train, René Chiche ou Madi Saïdi, le premier qui prend la parole a gagné, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire harakiri ? Parce que plus que jamais, le PS qui était moribond quand même, on les a... C'est comme si... ça les a excités, ouais. Oui. Mais en fait, il y a plein d'appels du pied parce qu'ils semblent être compatibles avec ils sont en train de s'entretuer, d'ailleurs, pas de s'entretuer, mais on va dire de montrer leur désaccord à Blois pour leur université, m'a dit. Oui, absolument. Le PS est presque, pour moi, le PS était mort et pour beaucoup de monde. Grâce aux législatives, il est redevenu un parti avec beaucoup d'élus. Oui, ils ont doublé leur nombre de députés. Oui. Donc, quelque part, il a rebondi, c'est vrai. Néanmoins, par expérience, la Macronie a l'habitude de lancer des noms comme ça. On entend souvent les noms. Et finalement, c'est jamais les noms qu'on a entendus dans la presse qui sont nommés. Ouais. Et puis, ça a été dit justement, moi, j'ai du mal à comprendre comment, dans un pays qui est globalement à droite, on sait que la France est à droite, comment est-ce qu'on pourrait nommer un ministre issu des rangs du PS qui, forcément, aura aussi une partie de son programme à mettre. Moi, je reste convaincu. Un PS de droite. Un PS de droite. On a eu des PS qui, du jour au lendemain, sont devenus un petit peu de droite. C'est ce que je suis en train de vous dire. Notamment à Emmanuel Valls, d'ailleurs, qu'on n'a pas entendu. Ouais, puis il y a eu aussi Emmanuel Macron, non ? Oui. Mais René Chiche sur le PS. Le PS, il ne faut pas oublier qu'en plus, dans quelques mois, il va avoir un congrès. Donc Olivier Faure essaye de défendre déjà sa place de premier secrétaire du PS. Donc il y a déjà des tiraillements qui commencent à se faire parce que le congrès va avoir lieu en janvier. Alors effectivement, il y a une partie du PS qui serait amenée
à travailler éventuellement avec Emmanuel Macron. Mais attention, le problème c'est que ceux qui sont amenés à éventuellement accepter de soutenir un gouvernement nommé par Macron, avec un Premier ministre consensuel, ce sont surtout des personnalités. Ce ne sont pas des élus du groupe PS de l'Assemblée. Or, ce sont quand même les élus, les députés qui votent. La plupart des députés du PS qui savent en plus qu'ils vont avoir peut-être à se représenter en juin, juillet prochain devant les électeurs de la gauche, ne peuvent pas tout d'un coup, au bout de 2 mois, se dire on va aller du côté de Macron. Mais pour la réélection, il dépend totalement d'une LFP. Exactement. Vous avez effectivement le maire de Rouen, la maire de, j'ai plus la ville, Vaux-en-Velin, etc. Ce sont pas des députés. Il faut quand même pas oublier que la politique, c'est en plus de l'arithmétique. Moi, j'ai toujours dit dès le départ, enfin, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est de l'arithmétique. C'est quand même on assemble. D'ailleurs, c'est là le problème aujourd'hui. On a beau faire des associations, on n'arrive pas à la majorité des députés. Donc, le PS, en plus, est en pleine ébullition aussi interne, faut pas l'oublier. Et faut pas oublier que ce sont les députés qui vont faire la différence. C'est pas le maire de Rouen, c'est pas le maire de Saint-Ouen. Là, le maire de Saint-Ouen, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, c'est une pure opération de communication menée par un ancien conseiller en communication, je vais pas donner le nom. Oui. Non, je peux pas le dire. Je veux pas me mettre mal avec lui. Mais bon, on sait que Gaspard Ganzer est un peu derrière ça. On sait que Gaspard Ganzer est un peu derrière Karim Ouamran. Vous savez, pour avoir la une du New York Times, je crois, etc., faut avoir une belle opération de communication. Il y a eu Die Welt en Allemagne. Figaro en France. Il se fait appeler le Obama de Saint-Ouen. Excusez-moi, qui connaissait Karim Ouamran? Obama de la Seine. Justement, pour que tout d'un coup ce nom surgisse. Il est appelé, c'est pas lui qui se fait appeler. Frédéric, pour que ce nom surgisse tout d'un coup, c'est bien qu'il y ait une opération de communication. Personne ne parlait, il y a ne serait-ce qu'un mois ou 2 mois de Karim Ouamran. Nous, personne ne parlait de Jean-Marc Governatori. Pour les JO. Puisqu'il a fait énormément de choses pour sa ville, notamment l'Académie Tony Parker de basket. Comme le maire de Saint-Denis. Non, on en a plus parlé dans la presse. Franchement, je suis bien informé, je m'informe beaucoup. J'ai pas beaucoup entendu parler de Karim Ouamran. On lit pas la même presse. Alors que Jean-Marc Governatori, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a entendu parler de Jean-Marc Governatori? Bien sûr. Mais sérieusement. Moi, je connais Jean-Marc Governatori. D'ailleurs, Jean-Marc, parce que tout à l'heure, Madi Saïdi disait la France est quand même à majorité de droite. C'est vous qui l'avez dit. Bon. Et on est sur le centre. Alors, on a vu pour le centre-gauche, vous êtes plutôt centre-droit ou parce que l'écologie au centre, c'est quoi? Ça, c'est une analyse d'avant. L'analyse d'aujourd'hui, c'est que le centre est vraiment au centre. Donc vous êtes au milieu du centre. C'est totalement ouvert à la gauche et ouvert à la droite et surtout ouvert à des mesures pour le bien commun. Et vous observerez que le dernier sondage Louis Harris, qui a évalué les premiers ministrables, me mettait à égalité avec M. Bouamram, c'est ça? Ah oui, mais vous pouvez faire un gouvernement tous les deux. Premier ministre. Mais moi, je verrais tout à fait Jean-Marc ministre, blague à part. Il pourrait tout à fait être ministre. Il correspond tout à fait à ce qu'on recherche finalement. Les vraies voix, on est obligé de se laisser. On a une équipe qui attend derrière. Et on a René Chiche qui a un nouveau métier de conseiller du Premier ministre. Conseiller, futur Premier ministre sur le plateau. Merci à tous les trois. Merci à vous tous. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis toute cette semaine. C'est toujours un plaisir. Et ce soir, on était avec René Chiche, directeur de rédaction du groupe Entreprendre. Jean-Marc Governatori, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. On vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite, moi, dès le week-end prochain. Tout de suite, Alexandre Priam, la Pro D2, le rugby qui reprend. Merci pour ces 2 mois passés avec vous. C'est un vrai plaisir. Bravo à vous. Bisous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.